Dans une entreprise, les impôts sont toujours des coûts que la vente doit couvrir, sans quoi il n'y aurait bientôt plus d'entreprise. En principe, il existe 3 types d'impôts. La TVA, qui est payée directement par le consommateur, les charges salariales et l'impôt sur le revenu. La TVA figure sur chaque quittance. Elle est visible. Elle ne représente pas de frais pour l'entreprise et n'apparaît pas dans son bilan. Qu'en est-il des charges salariales? Là, je dois faire comme si l'employé et le patron payaient chacun leur part. Puisque c'est la loi, je ne peux pas l'éviter. Je dois faire figurer la part de l'employé sur sa fiche de paye ainsi que dans la comptabilité. Mais c'est l'entreprise qui verse les 2 parts au fisc. Et cette somme vient évidemment des clients. Avec leur salaire, les employés reçoivent l'argent pour payer leurs propres impôts. Charge à eux de le verser au fisc. Bien entendu, ces impôts sur le revenu du personnel sont également intégrés dans les prix de vente. Qu'est-ce que je paye alors pour mon café au lait? Dans cet établissement, il coûte 5 francs 20. Un quart de ce prix sert à couvrir les frais d'infrastructure. Le bâtiment, l'énergie, le mobilier, la vaisselle. Un autre quart sert à payer les marchandises, le lait, le café, et pour celui qui veut, encore un peu de sucre. La plus grande partie du prix sert à payer les salaires, le service, mais aussi le nettoyage et la gestion. Ensuite se rajoute la TVA, seulement 7,6% en Suisse. C'est un impôt qui n'est payé qu'au moment où le client achète et que tout le travail de création de valeur est récompensé. Mais si le plateau échappe au serveur, c'en est fini de la création de valeur. Même si, depuis les pâturages jusqu'ici, le café au lait a demandé bien du travail. Un café au lait renversé n'est pas un café au lait, et la TVA ne sera pas payée non plus. La TVA se situe à la fin de la création de valeur et figure bien en évidence sur la quittance. Mais il y a aussi des impôts invisibles, inclus dans le prix, qui ont été prélevés durant le processus de création de valeur. Dans les salaires, ce sont les impôts sur le revenu, les charges salariales et les charges sociales. Dans le coût des marchandises, il y a également des impôts, car il y a là aussi des salaires, notamment ceux qui ont été payés par les producteurs de lait, de sucre, de café et qui ont été intégrés dans les prix. Il en va de même pour les frais d'infrastructure. C'est toujours le consommateur qui paye, car c'est avec l'argent qu'il dépense que tout le reste devra être payé, y compris l'impôt. Je m'explique. Si tous les impôts étaient réunis en une somme invisible, comme la TVA, prélevée à la fin de la création de valeur, alors le fisc ne grignoterait pas la valeur des pommes vertes, mais attendrait qu'elles soient mûres. Chacun pourrait alors voir à hauteur de combien il contribue aux finances et à la bonne marche de l'État. La démocratie se réaliserait à la caisse. À la caisse, tous les citoyens sont égaux. En définitive, l'impôt sur le revenu est intégré dans les prix avec la progression, sans pour autant qu'un quelconque revenu de base ne permette de créer une compensation sociale. L'impôt sur le revenu n'est plus que de la poudre aux yeux. Autrement dit, il nous dispense d'y regarder de plus près. Voilà comment se présente l'impôt perçu en une fois sur le prix du produit fini. Et comment il se présente quand il est perçu tout au long de la fabrication du produit. Les frais de salaire représentent alors la moitié du prix. À droite, ils ne comptent plus que pour un quart. À gauche, les salaires exercent une grande pression sur les coûts, parce qu'ils en représentent une grande partie. On licencie plus vite. On intensifie le travail jusqu'aux limites du supportable, et il n'y a pas de marge pour essayer autre chose. À droite, il y a moins de stress, plus de marge de manœuvre pour s'adapter aux fluctuations, voire engager un collaborateur de plus. C'est ainsi que la TVA exerce ses effets sur le travail. Le revenu de base va dans la même direction. Une partie du revenu de base est déjà couverte par l'impôt existant. L'autre partie, comme nous l'avons vu, fait certes augmenter l'impôt,
mais revient à chacun à travers le revenu de base, y compris à ceux qui travaillent en amont, dans la production de biens intermédiaires ou dans des travaux d'infrastructure. L'impôt ne frappe que le produit fini, lorsque celui-ci est entre les mains du consommateur. Voici donc la composition du prix du café au lait lorsqu'il est servi au consommateur. Le tiers inférieur, les salaires, les marchandises et les infrastructures. Le tiers médian, le revenu de base. Et le tiers supérieur, les autres prestations des administrations publiques. Du reste, tous les prix sont des revenus. Le tiers inférieur représente les revenus de ceux qui sont directement engagés dans la création de valeur. Le tiers supérieur représente les revenus des personnes qui travaillent à l'établissement des conditions cadres ou exercent des fonctions publiques. Le tiers médian est le prix du revenu de base pour tous. Dans ce restaurant, la charge salariale ne correspondrait plus à la moitié des coûts, mais à environ 1/6. Les collaborateurs et collaboratrices disposeraient néanmoins d'un revenu égal, à gauche après déduction des impôts, et à droite en comptant le revenu de base. Et le prix du café au lait est resté le même. Le revenu total reste le même. Car le revenu de base remplace une partie du revenu du travail. Voilà le principe. En pratique, le revenu de base crée une nouvelle force dans la négociation du salaire. Il donne plus de poids à ma propre conception du travail et permet une réelle collaboration. Et peut-être qu'il faudra que l'employeur me paie un peu plus. Il s'ensuivra pas mal de changements dans la culture d'entreprise. Quel est le montant des revenus du travail? Cela fera l'objet d'une nouvelle négociation. Cette négociation présente de nombreuses facettes. Si dans une famille, seul l'un des partenaires ramène un salaire, les enfants ne rapportant que des allocations, alors l'autre partenaire a un revenu par son conjoint. Et les enfants aussi. Le revenu de base, à hauteur de son montant, casse la relation entre revenu et appartenance à l'entreprise ou à la famille. Ainsi, la démocratie parvient dans sa totalité jusqu'à l'individu. Le revenu de base est un facteur d'émancipation. Plus d'égalité dans la famille et plus de chances sur le marché du travail. Willy et Hans sont des collègues dans la même entreprise. Ils ont le même travail et le même salaire. Nous sommes en Suisse et avec 10 000 francs, on peut vivre bien. Encore cela dépend-il du nombre de personnes qui doivent en vivre. Hans a une famille, une femme et 2 enfants. En admettant qu'en Suisse, le revenu de base se monte à 2 500 francs et que les enfants en touchent la moitié, la famille toucherait le revenu de base de Hans, de sa femme et des enfants, soit un total de 7 500 francs. Auparavant, Hans devait gagner 10 000 francs, et maintenant il peut aller travailler pour un salaire de 2 500 francs. Le revenu de la famille reste le même. Willy vit seul. Ah oui, il a un chien, mais les chiens ne touchent pas de revenu de base. Avec son revenu de base, il a le même revenu total s'il travaille encore pour 7 500 francs. Conclusion. Maintenant, Hans est clairement avantagé sur le marché du travail. Car ayant une famille, il a un revenu de base important et bénéficie ainsi d'un pouvoir de négociation plus fort, sans que sa famille n'ait à en faire les frais. Comment va se passer la négociation des salaires? Il est illusoire de croire que des rémunérations complètement différentes puissent être versées pour un même travail. Il ne sera pas possible que le montant du salaire s'oriente exclusivement vers celui de Willy ou vers celui de Hans. Quelque chose de nouveau va en résulter. Le niveau de salaire se situera quelque part entre les deux, c'est-à-dire vers 5 000 francs. Même entreprise, même travail, même salaire. 5 000 francs pour Willy comme pour Hans. Mais Hans, avec sa famille, reçoit alors davantage qu'aujourd'hui, et Willy, malgré tout, un peu moins.
À côté de la création de valeur mesurable en argent, il y a une autre création de valeur qu'on ne peut pas comptabiliser, la création de valeur bénévole, sociale, culturelle ou humaine. Avec l'introduction du revenu de base, cette création de valeur non rémunérée prendrait de l'ampleur. Par exemple, dans la santé, les soins donnés par dévouement, ou encore l'activité spirituelle, le temps consacré aux autres, une formation qui valorise, la libre recherche dans tous les domaines de la vie et une liberté d'entreprise pour créer des impulsions nouvelles. Des activités qui ne se laissent ni rationaliser, ni rémunérer. Le revenu de base nous laisserait du temps pour nous poser la question du sens de la vie. L'activité consacrée à créer de la valeur marchande irait-elle pour autant en diminuant? C'est possible, si l'on ne travaille que 2 jours par semaine pour se consacrer le reste du temps à une grand-mère qui d'ailleurs touche aussi un revenu de base. Avec l'automatisation généralisée que nous avons aujourd'hui, cela ne provoquerait pas une baisse de la production. Sur la base d'une société plus saine, plus sereine, plus sûre d'elle et plus imaginative, bien des choses trouveraient une nouvelle valeur. Des projets qui restent aujourd'hui dans les cartons deviendraient alors réalité. La dynamique économique en sortirait renforcée, ainsi que la création de valeurs mesurables en argent.